pour la libération du Sénégal. Je veux nommer Maître Bamba Cissé et Maître Juan Branco, nos deux conférenciers du jour. Donc nous allons sans plus tarder commencer avec quelques allocutions. D'abord, nous allons écouter M. Pape Abdoulaye Touré, qui est co-organisateur de cette conférence, et nous te remercions pour ça. Donc, sous vos applaudissements, je vous prie d'accueillir M. Pape Abdoulaye Touré pour son mot de bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Sans plus tarder, sans monopoliser la parole, merci d'être là. Merci à la presse sénégalaise et à la presse internationale d'être là. Merci à Maître Juan Branco. C'est la première fois que je le vois. Il nous a beaucoup défendu quand on était en prison, y compris Maître Bamba Cissé ainsi que nos autres vaillants avocats qui ne sont pas là. Donc nos pensées à Maître Moussa Sarr, à Maître Khoureyssi Ba qui est en route, en train de venir et il va nous rejoindre. Donc merci aux maires des Parcelles Assainies et de Keur Massar Sud. Donc merci à Fall Fleur, ma organisatrice. Donc merci beaucoup d'être là. Donc nous espérons que cette conférence sera très enrichissante et que nous souhaitons le bienvenu ou bien la bienvenue à toutes et à tous. Donc merci, c'était tout. Merci d'être passé. Merci beaucoup, en tout cas, surtout pour votre capacité d'adaptation. Nous avons eu vent des désagréments qu'il y a eu au dernier moment, mais vous avez tenu à ce que cet événement ait lieu. Donc, avant d'entamer la conférence proprement dite, nous allons donner la parole à Monsieur le maire de Keur Massar Sud, en l'occurrence Monsieur Bilal Diatta. Monsieur le maire, sous vos applaudissements, le jeune maire. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux et le très miséricordieux, et de par sa bienveillance, je salue tout le monde, en commençant par les journalistes qui sont présents et les organisateurs aussi, et le grand maire Djamil Sané, en commençant aussi par le grand maître Bamba Cissé. Mais avant tout, je voudrais faire quelques témoignages sur mon ami à qui j'ai partagé la prison, qui se nomme M. Juan Branco. Quelqu'un qui lutte ou bien qui combat pour la liberté, quelqu'un qui lutte pour l'injustice et qui nous a beaucoup aidés dans les mois beaucoup trop difficiles. Et j'ai souvent dit que le projet de PASTEF, non seulement ce n'est pas pour les panafricanistes, mais c'est pour l'humanité. Et Juan Branco l'a montré. Monsieur Juan, merci 1000 fois. Vous nous avez soutenus dans des moments beaucoup trop difficiles. Il y avait même des Sénégalais qu'on ne voyait même pas. Alors que vous étiez là. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, mon frère. Encore des applaudissements pour Monsieur le maire de Keur Massar Sud. En tout cas, merci de nous avoir fait l'honneur de participer à cette conférence. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au programme, à la conférence proprement dite. Et je vais introduire le premier conférencier. Il s'agit de Maître Bamba Cissé, dont j'ai l'honneur de vous faire une brève présentation. Maître Bamba Cissé est ancien secrétaire de conférence et lauréat du premier prix des barreaux francophones d'Afrique. Il est avocat au barreau de Dakar depuis 2003. Il dispose d'une pratique pointue à la fois en droit pénal, en procédure pénale, en droit civique et procédure civile sénégalaise. Il intervient également dans tous les domaines du droit bancaire, social, civil et commercial. Il est membre du Conseil de l'Ordre des avocats. Maître Bamba Cissé est aussi membre de l'Union internationale des avocats et d'Avocats sans frontières, section Sénégal. Au Sénégal, Maître Bamba Cissé est reconnu pour son engagement au sein du pôle d'avocats qui a défendu l'actuel Premier ministre, M. Ousmane Sonko, dans ses différents dossiers, mais pas que. Il a, lui et ses collègues, assisté et défendu des centaines de Sénégalais, militants, sympathisants ou simples citoyens dits détenus politiques, de 2021 à 2024. Merci, M. Bamba Cissé. Maître Bamba Cissé, vous avez la parole, notre premier conférencier, sous vos applaudissements.
Je vous remercie, Madame la présentatrice. Je suis très ému par les éloges qui ont été déclinés par elle. Je ne suis qu'un modeste serviteur de la loi et des principes. Lorsqu'en 2016, le président Ousmane Sonko m'a contacté pour sa défense, parce que je le connais depuis 2002, alors qu'il avait été radié par le président Macky Sall, j'avais mis en place un collectif d'avocats pour le défendre. Il m'a séduit par sa carrure et son charisme. Je n'ai jamais vu un homme aussi charismatique que Ousmane Sonko. Nous l'avions défendu à l'époque avec quelques confrères et son dossier avait été jugé quelques années plus tard, alors qu'il n'avait pas besoin de jugement. Il avait dit que pour le principe, il s'était battu. En 2021, il avait été l'objet d'une plainte pour viol. Parfois, on est trop dans l'académique, en oubliant certaines choses qui relèvent de la pratique. Moi, lorsque je venais dans mes premières années de bar, en 2002-2003, je pensais que ce que j'ai appris à l'université pouvait me servir. Je vous le dis, je suis désolé de vous le dire, mais ça ne m'a pas servi à grand-chose. Il a fallu approfondir mes connaissances, être dans le prétoire, répondre à l'argumentaire du procureur en matière pénale, en matière civile, répondre à l'argumentaire de l'avocat pour être dans le sillage du droit. Parce que moi, j'ai estimé après que je n'étais pas dans le droit, j'étais hors du droit. Donc c'est la pratique qui, aidant, peut vous permettre de vous accommoder de beaucoup de choses. Et donc pour finir, moi je suis dans la précision et je suis dans la conclusion qui veut que le droit ne peut pas s'accommoder de la politique. Lorsqu'on veut changer un pays, on doit être dans les principes. On ne doit pas rechercher des gens à phagocyter en utilisant des textes. Même si ça peut être relativisé quelque part. On parle de la présence du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature, mais cette présence n'est pas politique. Elle est dans l'organigramme, elle est dans la normalité. Si la présence était politique et que le chef de l'État puisse avoir la possibilité, selon son bon vouloir ou parce qu'il veut, influer sur la justice de nommer à des postes là, on ne serait pas d'accord. Mais c'est aussi pour éviter le gouvernement des juges. Il ne faut pas laisser les juges seuls décider en Conseil supérieur de la magistrature. Lorsque Montesquieu parlait de la séparation des pouvoirs, il ne voulait pas parler d'une séparation parfaite. Il voulait aussi parler d'une collaboration mutuelle des pouvoirs. Mais que le président de la République sorte du Conseil supérieur de la magistrature, pour moi, c'est une grosse erreur. Il faut qu'il reste, mais qu'il ne politise pas le Conseil supérieur de la magistrature. Et là, on l'attend du président Diomaye Faye, c'est un technocrate. Il est dans les rails. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Je sais que c'est quelqu'un qui ne peut pas dérailler. Le Premier ministre Ousmane Sonko, n'en parlons pas. Pour moi, il est plus que dans les principes. La fois dernière, il nous taquinait en nous disant que ces gens-là font de la politique à l'ancienne, en taquinant nos amis de l'autre côté. Mais ils ne savent pas que moi, ce que je fais, je ne fais pas de la politique à l'ancienne. Donc, ils disaient qu'ils perdent leur temps, parce qu'on n'est pas dans le même niveau. On n'est pas sur les mêmes ondes. Donc, j'exprime une grande satisfaction à parler devant vous. C'est un exposé d'avocat, ce n'est pas un exposé académique, avec l'introduction, les développements et les conclusions. Moi, je raisonne à bâton rompu. J'ai dit ce que j'ai pensé, ce que j'ai vécu pendant cette période-là en tant qu'avocat, une période dure pour le pays. Et heureusement, alhamdoulilah, on est sorti de cela.
Donc, je dis merci à tous. Et je finirai par une anecdote. Qu'on s'est présenté à la conférence de presse. Il y a nos amis de l'autre côté qui disaient « Oh, ce petit blanc-là, hein? Il se moque. Et puis les Bamba Cissé, c'est décomplexé. » J'ai dit que ces gens n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que nous sommes tous d'égale dignité dans le pool d'avocats. On est devenus une famille et des frères. Pour qui connaît un avocat, nous n'avons de complexe vis-à-vis de personne. Et ça, Dieu le sait. Tout le monde le sait. Donc, de ce point de vue-là, c'est important de le préciser. Juan a fait beaucoup pour la lutte patriotique. Juan a beaucoup apporté au combat. Et certains ont pu penser à un certain moment donné que la plainte de la CPI était juste pour les dérouter. C'est du béton. C'est très sérieux. Et cette plainte est en cours. Je le laisserai peut-être en parler. Moi, je ne suis pas spécialiste en droit international pénal ou en droit pénal international parce qu'il y a une nuance. Je le laisserai s'exprimer sur ça. Mais on a eu un pool d'avocats qui était extraordinaire, qui était formidable. Et à partir de notre nid, nous avons suivi les autres également évoluer. Nous avons suivi la souffrance des autres, la souffrance de ceux qui ont fait la détention. Et nous vous disons encore une fois, Massa. Et vraiment, Dieu a fait que les choses ont changé. Et nous disons Alhamdulillah au bon Dieu. Merci encore à tout le monde. Ça a été un plaisir de m'exprimer devant vous. Donc, je passe la parole au modérateur, à la modératrice. Merci beaucoup. Merci, Maître Bamba Cissé. Quand la connaissance, l'engagement désintéressé et et l'expérience et la pratique, le vécu aussi, se rencontrent chez une personne, ça ne peut donner que ça. Moi aussi, j'ai ma petite histoire, hein, quand j'étais en retour de parquet à la cave du tribunal. Je pense bien que c'était le 6 juin, hein, aujourd'hui même. J'étais avec Fala, Fleur et les autres. Vous m'avez vu, vous m'avez appelé, vous m'avez dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais bien habillée, hein, très correcte. Et apparemment, de ne pas lui faire obstacle. C'est la raison pour laquelle il a identifié Ousmane Sonko comme étant le danger principal et il fallait l'éliminer. De notre côté, nous avions mis en place, Juan était là, avec d'autres, Saïd Larifou et Guy Hervé Kam, qui est aujourd'hui arrêté au Burkina Faso, Siré Clédor Ly, Ousseynou Fall, Ousseynou Ngom, Joseph Etienne Dione, le cabinet pour Jacques, d'autres cabinets étrangers, des avocats de renommée au Sénégal comme Demba Ciré Bathily également. Nous avions mis en place, disais-je, un pool pour contrecarrer tout ça. Et nous n'avons jamais connu un dossier aussi difficile que l'affaire Ousmane Sonko. Dans notre carrière d'avocat, c'était le dossier le plus marquant. Beaucoup d'avocats ont été sanctionnés dans l'affaire Ousmane Sonko. Nous étions sur le fil du rasoir pour vous dire que nous avions pris des risques. D'autres ont été emprisonnés. Juan Branco a fait Rebeuss. On nous a même dit qu'il a fait le paquetage. Et je me souviens qu'à l'époque, lorsqu'il avait été arrêté pour un délit farfelu de recel de malfaiteurs, Juan a refusé de porter des chaussures. Pour vous dire que c'est un révolutionnaire. Lorsque le juge l'entendait, il ne voulait pas piper mot. Il avait pour seul mot cette phrase « Seule la lutte libère ». Et la lutte, effectivement, a libéré le Sénégal. Et aujourd'hui, la lutte a libéré le Sénégal, grâce également à la bénédiction de tous ces gens-là qui ont fait la prison. Je veux parler de Djamil Sané, du maire également de Kermassar, le grand-maire Bilal Diatta,
de Fala Fleur, de Fatima Lasson-Collès. Fatima Lasson-Collès que j'aperçois, toutes les détenus politiques qui ont contribué à libérer ce pays d'un tyran. Donc nous n'avons en face de ces gens-là pas du tout de mérite, parce que nous n'avons pas fait la prison. Beaucoup d'entre nous ont vu leur chiffre d'affaires chuter de façon drastique, mais il s'agissait de sauver un pays. Et Dieu sait qu'on n'avait rien demandé, et Dieu sait qu'on ne demandera rien du tout. Nous l'avons fait pour le Sénégal, nous l'avons fait pour la patrie, parce que nous sommes des patriotes. Nous aimons Ousmane Sonko et nous aimons également le projet. C'est la raison pour laquelle nous avons donné corps et âme pour défendre ce projet-là, jusqu'à ce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye soit élu président et nous souhaitons un heureux mandat. Vous savez, Ousmane Sonko est un grand stratège. Et il me plaît souvent à le rappeler en toute discrétion, et je vais trahir ce secret aujourd'hui, même les requêtes qu'on faisait étaient co-rédigées par nous et lui-même, parce que c'est un juriste, doctorant en droit. Il faisait lui-même les requêtes et nous les corrigions. Donc c'était un travail collectif entre nous et lui. Et c'est ce travail collectif qui a été produit et qui a sauvé le Sénégal. Donc Ousmane Sonko est pour nous une vraie référence. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Maître Fraichiba est parmi nous. Je voulais dire que c'est l'histoire qui se répète, parce qu'il y a un an, Juan Branco nous a fait une surprise en conférence de presse, et il a été alpagué et conduit à Rebeuss. J'espère qu'aujourd'hui, Maître Fraichiba ne le sera pas, parce que lui aussi nous a fait une belle surprise, et c'est comme ça, l'histoire se répète. À un moment donné, je me disais que nous étions tous devenus fous. Vous imaginez que Juan Branco a été arrêté simplement parce qu'il a séjourné au Sénégal, alors qu'il ne faisait même pas l'objet d'une interdiction de séjour. Il y a des choses que je tairai. Avec ces choses-là, je serai peut-être dans la tombe, je ne les dirai jamais. Mais Juan Branco n'était frappé d'aucune forme d'interdiction lorsqu'il était dans le sol sénégalais. Il a fallu que des gens fassent des actes pour l'arrêter, disant qu'il est interdit de séjour du territoire, en territoire sénégalais, alors que ce n'était pas vrai. Mais bon, tout ça a participé quand même au changement. Les Sénégalais se sont rendus compte qu'il y a une injustice qu'ils ne pouvaient plus supporter. Et cette injustice-là a été mise en exergue par le travail quand même des avocats. Ils ont montré la face hideuse du régime. L'injustice qui frappait ce Sénégal-là et la main injuste qui frappait. Ce sont les avocats également qui se sont battus pour ça. Donc félicitations à ces avocats-là valeureux dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, il y a eu une révolution. Pour venir au thème, Marcel Prélot et Boulouis, pour les constitutionnalistes, disaient que la révolution ne nuit pas seulement au système qu'elle remplace. Au moment où nous avons traversé la frontière maritime, où ils m'ont pu m'indiquer que nous n'étions plus dans des eaux territoriales sénégalaises, le sourire qui m'a pris et la petite pensée que j'ai eue pour Antoine Félix Diome à ce moment-là, je peux vous dire que je ne l'oublierai jamais. Et nous avons continué pendant 8 heures. J'aimerais qu'il se lève. Ces héros anonymes que le maire de Sangolkam, Alpha Bokarso, a trouvés, qui ont eu le courage, et ils me l'ont avoué qu'à la fin, sachant parfaitement qui j'étais, de prendre ce risque
de partir pendant la nuit, longeant les côtes sénégalaises, passant à côté de l'île de Gorée, puis remontant jusqu'au fin fond de la Mauritanie, et ne s'arrêtant que parce qu'après un échange de regards un peu inquiet, voyant que l'eau commençait à monter dans la barque, on s'est dit, bon, il y a une sorte de belle construction bleue là dans le désert, peut-être qu'il est temps que l'on s'arrête à 100 km de Nouakchott, mais qui était prêt à continuer, et qui serait allé jusqu'au bout et qui aurait pris tous les risques nécessaires pour... et qui donc, après ces 25 heures, nous ont amenés dans cet endroit-là, le savent. On était très loin de cette frontière maritime. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont cherché à mentir? Pourquoi est-ce qu'ils ont tenté de mentir? Parce qu'ils ont cherché à maquiller la réalité, parce qu'ils ont cherché à la rendre légale et à rendre notre geste illégal. Et donc, à partir de là, à tirer du droit une légitimité, non seulement pour me faire enfermer, mais une légitimité politique qui leur permette de perdurer. Or, ce qu'ils avaient fait, et c'est ce qui permettrait ma libération quelques jours plus tard, à savoir arrêter un avocat parce qu'il avait défendu son client, était inconcevable et inacceptable. Et le faire accuser à son tour de terrorisme, d'association de malfaiteurs et ainsi de suite, et lui faire encourir la perpétuité, dans le seul but, non de l'effrayer lui, non de m'effrayer moi, mais de vous effrayer vous, et de vous montrer que ce pouvoir tiendrait contre une quelconque offensive, était quelque chose d'inacceptable et qui ne saurait être toléré. Et la mobilisation extraordinaire qu'il y a eu, y compris des Gilets jaunes en France, y compris des Gilets jaunes, pour vous dire à quel point votre lutte a trouvé des échos loin des palais, loin des pouvoirs. Cette mobilisation a permis de me sauver, et quelques mois plus tard, de sauver tous ceux qui étaient alors encore enfermés. Lorsque je suis rentré à Rebeuss, j'ai décidé de le faire pieds nus, comme cela a été raconté, pour une raison très simple. Je considérais que j'étais face à des violeurs, des gens qui ne méritaient nul respect et qui n'avaient aucun droit sur moi. Et donc j'ai refusé d'avoir aucun lien à leur égard, de me dégager entièrement de leur part. Ce n'était pas un geste calculé. De la même façon que cesser de boire et de manger pendant ces 3 jours s'imposait. Le fait de ne pas leur parler, si ce n'est pour dire cette phrase qui a été rappelée, « Seule la lutte libère », n'était pas un choix, c'était une obligation, une évidence. Et quand je me suis retrouvé dans cette cellule, sur ce lit que Jamil Sané prendrait à ma sortie, dans un chassé-croisé extraordinaire, alors qu'il m'avait accueilli à Dakar, après qu'on se soit croisé dans la cave, souriant de se retrouver au même moment sans pouvoir se parler, évidemment, pour ne pas mettre en difficulté ceux qui nous avaient aidés. Après avoir réussi à sortir de toutes ces opérations de déstabilisation grâce au courage, j'allais dire à l'inconscience d'Alpha Bokarso, qui pendant ces 4 jours m'a protégé avec les siens, avec Ndion Lo, avec le lutteur Dolé qui est là, Ilzine Dolé. Avec Asrouma et Ngalou aussi. Vraiment, ce courage qui leur a coûté cher, qui leur a coûté la liberté, était fondamental. Ce n'était pas un caprice, ce déplacement. Il ne s'est pas levé. Ce n'était pas un caprice parce que, évidemment, ce que l'on cherchait à faire, c'était rompre, ce que l'on a toujours cherché à faire, c'était rompre l'impression d'impunité de toute puissance qui habitait alors ce pouvoir. On avait déjà réussi quelques semaines avant, collectivement, à faire reculer le président de la République, Macky Sall, mais qui du coup n'était pas prêt pour une autre défaite. Il pensait, en renonçant à ce 3e mandat, en début juillet, d'avoir fait ce qu'il avait à faire, et qu'à partir de là, il avait la liberté de faire ce qu'il voulait faire, y compris donc arrêter Ousmane Sonko. Et il nous appartenait de lui montrer que les premières limites qui avaient été fixées, à travers notamment notre communication au bureau du procureur de la Cour pénale internationale concernant la commission de crimes contre l'humanité au Sénégal, qui, rappelez-le, avait été rendue publique le jour d'une visite de Macky Sall à Paris, qui était censée consacrer la normalité de ses comportements, consacrer l'utilisation de tirs à balles réelles contre la population, consacrer son inscription dans l'ordre international. Cette communication, évidemment, avait permis d'empêcher
cette normalisation et l'avait isolé et mis de côté avec un impact extraordinaire auquel il ne s'attendait absolument pas. Il appartient aujourd'hui au Sénégal de décider quelle sera la voie qu'il souhaitera suivre en ce qui concerne cette question fondamentale de l'impunité et de la justice rendue aux 60 martyrs, aux milliers de blessés et d'emprisonnés qui auraient pu autrement voir leur sacrifice demeurer en vain. Il y a plusieurs options, MyFi. Et donc à partir de là, l'idée que le droit serait autre chose qu'un instrument du politique me semble difficile à concevoir. Celui qui est en adversité à l'égard du pouvoir, et vous l'êtes encore aujourd'hui, parce que si vous avez réussi à faire libérer Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, vous restez dans un système dominé par ceux qui, hier, vous réprimaient et aujourd'hui continuent encore de vous exploiter. Et ce système-là, sénégalais, reste inséré dans un système beaucoup plus large d'asservissement et d'exploitation contre lequel il faudra encore des années pour achever cette troisième phase de décolonisation qui s'annonce non seulement au Sénégal, mais dans de nombreux pays d'Afrique et plus généralement du Sud global. Et si je suis à vos côtés, c'est parce qu'en France, je me bats aux côtés des mêmes damnés de la terre qui souffrent comme vous de ce même système d'exploitation et qui sont utilisés comme des pions par ces mêmes personnes pour continuer à assurer leur prospérité contre toute évidence. Et cette solidarité-là, fondamentale entre peuples, ne sera jamais instrumentalisable par ceux qui, à un moment ou un autre, prétendront que Ousmane, comme ils l'ont fait, que Ousmane Sonko était un anti-français, qu'il était là pour s'attaquer à des gens, à des individus. Non, non, non. Ousmane Sonko est venu pour rendre sa souveraineté au peuple sénégalais et a aujourd'hui une responsabilité majeure au regard des sacrifices qui ont été faits pour le protéger, à l'engagement extraordinaire qu'ont eu les confrères et le peuple sénégalais pour s'assurer que cette mission soit menée à bien. Et il va avoir besoin de l'engagement de chacun face à la trahison qui partout affleure et qui à tout moment cherchera à le déstabiliser et à éviter la concrétisation de ce projet. Et donc à partir de là, la position qui est la mienne ici, qui est celle d'un serviteur. Moi qui ai eu la chance unique, à un moment donné, de porter la parole d'un homme qui incarnait la volonté d'un peuple et qui pour cela était réprimé, enfermé, mais aussi sali. Et n'oublions jamais que peut-être le plus grave qu'a connu ce pays n'a pas été tant la détention et l'emprisonnement de ses principaux représentants politiques, de la mutilation et les violences commises à l'égard de simples citoyens comme Pape Abdoulaye Touré, c'est peut-être la salissure que l'on aura tenté d'infliger à cet homme pour des raisons politiques. Je n'oublierai jamais, et je tiens à ce que ce soit su par tous, et ces mots vont vous heurter, mais il faut que vous les entendiez. Lorsque, plaidant devant la Cour de justice de la CEDEAO, sur invitation de l'un de mes confrères, craintif déjà d'une institution à laquelle je n'avais nulle confiance, j'ai entendu le juge ivoirien, M. Ouattara, commencer à parler du sperme frais retrouvé sur le corps d'Adji Sarr. Lorsque je l'ai entendu dire ces mots et tenter de dégrader de la sorte un homme qui était déjà emprisonné, qui avait réussi à établir son innocence, y compris devant un tribunal fait pour le condamner. Car il faut rappeler ce miracle d'avoir réussi à établir l'innocence d'Ousmane Sonko face à des juges dont il était exigé qu'ils le condamnent. Cet homme innocenté, qui voit sa parole portée par deux confrères, dont mon éminent Clédor Cirelli, respecté dans toute l'Afrique de l'Ouest, se retrouve devant une instance internationale où l'on entend cet homme prononcer ces mots. Je veux que tous les Sénégalais le sachent, pour qu'ils sachent à quel niveau d'indignité nos ennemis sont arrivés, pour qu'ils sachent à quel niveau d'indignité ces institutions supposément internationales, censées servir la souveraineté des peuples ouest-africains, sont arrivées pour nuire à un homme et à un peuple et légitimer leur démarche que rien ne pouvait légitimer. C'est face à ce monstre, aujourd'hui, que vous vous battez et que vous aurez à vous battre. C'est face à ce monstre, aujourd'hui, qu'Ousmane Sonko et son gouvernement ont à se battre. Et il faut que vous soyez très attentifs
à ce que la capacité que vous avez eue à subvertir l'humiliation que l'on a tenté de vous infliger. Cette humiliation qui est le principal instrument politique des dominants. Cette humiliation qui est la pire trace que la colonisation ait laissée. Bien plus grave encore que les coups de fouet, que les exécutions, que les violences physiques. La tentative de rabaisser, de mettre à bas. Cette tentative que l'on a cherché à nous affliger à tous pendant cette procédure et pendant ces années. Encore aujourd'hui, dans des commentaires dans la presse, inacceptables au sujet de cette conférence. Cette humiliation, c'est l'arme que nous n'aurons jamais à utiliser, qui nous différenciera toujours d'eux, toujours, et contre laquelle nous aurons toujours à lutter. Et le politique, le sens du politique, consiste à renverser l'humiliation en la collectivisant. Parce que l'humiliation est un acte individuel. On essaye de vous isoler, de poser sur vous un stigmate, de rompre le lien qui vous unit aux autres opprimés. Et ce faisant, vous désactivez et vous effondrez politiquement. Et la fonction du politique et la noblesse du politique, c'est de réunir ces opprimés. C'est de réunir ces personnes que l'on a cherché à écraser, et c'est de les mettre devant la scène, après la victoire, pour leur dire « nous serons là pour vous protéger ». Nous avons tous, ici, à l'exception de mes deux confrères, été détenus. C'est symboliquement très important que nous soyons aujourd'hui devant vous et devant ces caméras pour pouvoir vous dire non seulement que nous avons vaincu, mais que nous serons là pour vous, et quoi qu'il arrive, du côté des oubliés de l'histoire, pour les protéger contre tout excès que quiconque chercherait à sur lui appliquer. Je voudrais vous remercier d'être là en conséquence, parce que votre présence nous permet de collecter... Vous avez la parole. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont ici présentes, qui ont joué un rôle très important dans la lutte que nous avons menée cette dernière année en ce qui me concerne et ces dernières années en ce qui les concerne. Je reviendrai sur leur rôle spécifique à chacun au fur et à mesure de la conférence. Je voudrais peut-être commencer par vous dire que je ne viens pas à vous apaiser comme je l'espérais, car nous avons eu droit, il y a quelques heures à peine, à l'expression la plus directe et spectaculaire de la subsistance de l'ennemi. Une subsistance bravache, pitoyable, crépusculaire, une subsistance néanmoins. L'être qui, un an durant, a privé les étudiants de la plus prestigieuse université du continent, sur instruction politique, de leur accès à leur campus, a pu décider aujourd'hui encore de l'interdiction de cette conférence et de cette prise de parole. Il était minuit passé lorsque cet être, habitué à vivre couché, faisant un immense effort, se levait, non pour rendre service, mais pour nous rappeler ceci, qu'il n'avait non seulement pas encore été évacué dans les litières de l'histoire, mais qu'il détenait, jouissait et se montrait décidé à faire usage du pouvoir d'interdire, censurer, éteindre la parole et le savoir. Cela m'a inspiré cette pensée évidente, une révolution n'est jamais finie et il ne faudrait pas que celle-ci manque de commencer. 60 enfants et adultes sont morts d'un cri rauque qui réclamait souveraineté. Et il m'apparaît essentiel de commencer cette prise de parole par une pensée à leur égard et l'affirmation d'une certitude à l'égard de leurs proches, ils ne seront pas oubliés. À Dakar, au parquet, au cabinet d'instruction numéro 2, à l'UCAD, les mêmes corps, les mêmes âmes qui ont permis la commission des crimes qui ont amené à la mort de ces personnes demeurent. Les mêmes visages qui, pour certains, se tairent, tremblent, ont honte, mais pour d'autres, rient et sourient devant les caméras. Je pense à un ancien ministre de l'Intérieur. Censure, je pense à un recteur d'université. Et menace. Je viens en un pays
ou ceux qui m'ont fait kidnapper à 300 km de la frontière sénégalaise, en plein cœur de la Mauritanie, ont formellement encore entre leurs mains le pouvoir de me faire arrêter, enfermer, expulser. J'ai été, à mon arrivée, soumis à un contrôle approfondi de mon identité. J'étais venu un homme simple, sans privilèges, sans invitation des autorités, mais par deux personnes qui avaient connu le géol et qui sont pour moi des héros de l'humanité, dans le but de voir et de partager. Je n'ai demandé volontairement aucun passe-droit. J'ai pris mon siège au fond de l'avion, j'ai avancé sans rien réclamer, sans rien demander, et ce que j'ai vu, des permanences du pouvoir et des menaces qu'il continue à faire porter sur le peuple, m'a effrayé. Lorsque l'on est sans protection, sans robe, à égalité, avec les personnes qui n'ont pas de privilèges, qui n'ont pas eu la chance d'être protégées, l'on voit l'importance de démanteler ces structures de pouvoir et d'être sans tolérance à l'égard d'un quelconque excès, d'une quelconque violence qui n'aurait pas été réprimée. En ce pays que je considère aujourd'hui mien, ceux qui ont obéi n'ont pas été encore sanctionnés, et celui qui a ordonné que la mort se répande pour des violences politiques a été en mesure de quitter le territoire en jet privé et de jouir aujourd'hui encore de son impunité. Comment est-ce qu'il a pu payer ce jet privé, cet homme, dont les soldes sont pourtant publics et connus depuis près de 40 ans, et ne permettraient pas théoriquement de financer 1 heure de voyage dans cet appareil? Et qui est chargé aujourd'hui de rechercher quels sont les fonds qui l'ont financé? Je suis venu, chers amis, à égalité avec des confrères qui, comme moi, se sont sacrifiés pour une cause, tandis qu'en face, on payait jusqu'à 100 000 € l'audience des Français, des sorciers blancs, pour venir légitimer la répression et la violence qui s'abattait sur un peuple. Et j'ai vu des confrères accepter cet argent, accepter de servir de faire-valoir pour légitimer la mort, l'emprisonnement, la détention de citoyens innocents. Je suis venu à égalité de telle façon que, lorsque, amené à Nouakchott, j'ai été confié au service de renseignement de la Mauritanie, alors que l'on m'avait assuré que l'on m'amenait vers l'aéroport pour que je puisse rentrer en Europe. Après avoir réussi à échapper aux polices et gendarmeries de ces pays pendant 4 jours, avec l'aide de personnes glorieuses qui sont aujourd'hui à mes côtés et qui ont pris tous les risques pour me protéger. Après avoir pris une barque pendant 25 heures pour traverser l'Atlantique, pour sortir de ce pays sans nuire à mon client, sans, par exemple, en traversant la frontière malienne, de changer le pays. Le président Kennedy disait dans son discours à Berlin qu'un vrai patriote, ce n'est pas celui qui dit que j'attends telle chose de l'État. Il dit qu'est-ce que moi je peux apporter à ma patrie. Et je pense que demain fera jour et le Sénégal va se développer, Inch'Allah, sous ce rythme-là que je vois. Je disais tout à l'heure que nous étions devenus fous. On voyait à cette époque-là des gens arrêtés sans fait, c'est-à-dire qu'on vous arrête dans votre chambre et on vous cherchait après des faits, on vous collait des faits. On était dans le summum de l'injustice et de la violence d'État. On n'a jamais connu ce niveau de dictature. Et pour permettre d'huiler tout ça, pour permettre de calibrer tout ça, il a fallu faire appel à des lois senghoriennes. Parce que Senghor, après la crise de décembre 1962, a eu peur, je pense. Et il a instauré un régime présidentialiste pour faire une osmose entre le droit et la politique. C'est-à-dire pour confondre le droit et la politique. Il voulait faire du droit quelque chose qui soit au service de sa politique. C'est la politique de répression de l'opposition. C'est ce que Macky Sall a refait après. Je pense qu'il s'est beaucoup inspiré de Senghor.
Senghor a créé des lois liberticides qui empêchaient l'exercice des libertés. Parmi ces lois liberticides, il y a eu l'article 139 du Code de procédure pénale qui dit que lorsque quelqu'un est arrêté pour des infractions politiques, ce qu'on appelle les infractions politiques en droit pénal, c'est-à-dire les infractions figurant aux articles 55 à 100 du Code pénal et 255 du Code pénal, 47 articles, lorsque le parquet demande le mandat de dépôt, le juge est lié. Sous l'ancien système, on disait que lorsque pour ces infractions, le parquet sollicitait le mandat de dépôt, le juge n'a pas le choix. On disait sur réquisition du procureur, le juge place sous mandat de dépôt, le juge d'instruction, pour ces infractions. Et rien n'était plus imprécis que ces infractions-là. C'est dans ces infractions-là qu'on retrouvait l'article 80 du Code pénal. C'est dans ces infractions qu'on retrouvait les attentats, les complots, les manifestations non autorisées. Toutes ces formes d'arrestation-là sont liées à ça. Que ce soit Fala, que ce soit Fatima, que ce soit elle, tout le monde, elles ont été arrêtées sur la base des articles 56 à 100 et 255. 45 articles, je disais, 56 à 100 et 255 du Code pénal. Diffusion de fausses nouvelles. Et il y en a parmi ces infractions des infractions fourre-tout. Par exemple, l'article 80 dit que des autres manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, des autres manœuvres, point. Il n'y a aucun contenu à ces articles-là, sinon que ça laisse au pouvoir une liberté d'appréciation pour arrêter les opposants. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure les lois liberticides. 56 à 100 et l'article 139 du Code de procédure pénale dit, sous l'ancien régime, disait, sur réquisition du ministère public pour ces infractions du procureur, le juge d'instruction est obligé de placer la personne sous mandat de dépôt. Sur réquisition du ministère public, le juge d'instruction est tenu de placer la personne sous mandat de dépôt. Ça, c'était sous le Code d'instruction criminelle. Il y a eu une évolution après. On a dit sous l'empire de la loi de 1963, sur réquisition spéciale du ministère public, le juge d'instruction place sous mandat de dépôt. C'est des variations de forme qui ne signifient rien du tout. Après, en 1999, on a instauré le terme dûment motivé. Sur réquisition dûment motivée, on obligeait le procureur à motiver son réquisitoire pour obtenir un mandat de dépôt. Mais sous le régime de Macky Sall, ça n'a pas changé. À chaque fois que le parquet prend un réquisitoire, le juge placé sous mandat de dépôt. Et je ne vais pas évoquer les cabinets d'instruction que vous connaissez. Automatiquement, c'est le placement sous mandat de dépôt. Avec des retours de parquet incessants, 7 jours, 8 jours. Ceux qui ont fait le commissariat central savent que le retour de parquet est plus douloureux même que la prison. Et c'est comme ça que ces gens-là ont gouverné ce pays-là, d'une main de fer. Et parallèlement, il y a des jeunes qui se sont levés comme un bouclier pour défendre la démocratie. Je disais que ces lois sont d'inspiration senghorienne. Parce qu'avec la crise de 1962, peut-être qu'il a pris peur, je ne sais pas, c'est des questions sur lesquelles je ne me prononcerai point. Il a été décidé de rendre les lois plus dures et moins précises pour pouvoir élargir le champ de répression, c'est-à-dire capter plus de gens et les mettre en prison. C'est ce qu'on appelle un élargissement du champ de répression. Or, Beccaria disait, c'est le droit pénal classique, que les lois pénales doivent être précises et la loi pénale ne peut pas s'accommoder de la jurisprudence. La jurisprudence, c'est l'interprétation donnée au juge. On dit souvent que la loi pénale doit être stricte. L'interprétation de la loi pénale est restrictive, elle n'est pas large. Ousmane Sonko, lors desquels, pour la première fois, le peuple ne s'était pas levé. Et si je suis venu, c'est aussi pour cela. Parce que j'ai senti qu'Ousmane Sonko, à ce moment-là, pouvait être, pour la première fois,
en difficulté dans une sensation de solitude qui pouvait être extraordinairement dangereuse pour lui, pour tous les militants qui croyaient à travers lui. Et la personne qui est à ma droite, qui a partagé ma cellule pendant ces quelques jours, l'a ressenti, cette crainte et cette solitude. Et on en a parlé. On en a parlé de ce moment-là, de ce moment de tremblement où on se dit, mais en fait, on va rester là. Et la question que je me posais à Rebeu, c'était celle-là. Est-ce que... Parce que je voyais, on avait RFI, et je voyais qu'il y avait des manifestations de Gilets jaunes, je voyais qu'il y avait le barreau de Paris, et j'entendais surtout le silence de la France, du gouvernement français. Et je me disais, mais peut-être que je vais rester là. Peut-être que ce sera des mois, peut-être que ce sera des années. Et je l'aurais accepté s'ils avaient respecté les règles, eux. S'ils m'avaient arrêté, par exemple, sur le territoire sénégalais. J'aurais accepté, prise de risque, engagement, on sait où on va, on sait pourquoi on le fait, on assume, et on avait commencé à parler de stratégies de résistance à mettre en place à Rebeuss pour les mois suivants, à commencer par la coupure de contact avec les gardes pénitentiaires et l'importation de stratégies qui avaient été adoptées par l'IRA dans son combat contre le Royaume-Uni. J'avais commencé à expliquer à quel point les prisonniers étaient le cœur de tout mouvement politique dans des stratégies de résistance dans lesquelles ils sont majoritaires dans un pays. Et à quel point, à partir des mouvements de prisonniers, tout un pays peut s'embraser. Et donc là, on réinjectait de la confiance et on cassait ce lien de solitude en étant avec eux. Je me souviens de ce moment où j'ai été exfiltré vers le tribunal pour... ils essayaient justement d'inventer cette infraction au séjour et où les chambres à côté ont commencé à crier pour m'accompagner vers la sortie. Et là, c'est là où on a compris qu'on avait gagné. Parce que ce sentiment d'identification mutuelle, qui n'était pas évident, hein, entre moi et les Sénégalais, au départ, il n'y avait pas de raison particulière entre le petit Toubab, comme on disait, et ce moment où la prison rugit pour vous accompagner lorsque vous sortez de celle-ci, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, en prenant appui sur la force que vous-même vous lui avez donnée en venant les rejoindre pour leur dire qu'ils n'étaient pas seuls, c'est le moment où vous comprenez que la victoire est proche. Et que celui qui est en face de vous, avec tout l'appareil d'État qu'il aura à ses côtés, aura du mal à tenir jusqu'à la fin. Et donc rompre ces stratégies de solitude était fondamental. Et donc le déclic, pour répondre à cette question, c'est tout simplement d'avoir vécu cette solitude quand j'étais aux côtés de Wikileaks et de Julian Assange. D'avoir vécu cette solitude de tant de gilets jaunes qui se sont retrouvés face au pouvoir avec tous les médias contre eux, stigmatisés, traités d'antisémites, de racistes, en gros tout ce qu'on utilise contre le pauvre en général pour lui dire de rester à sa place. Et d'avoir vu quelque part une lueur d'espoir encore vivante, quelque part dans le monde, mais en l'occurrence un pays qui parlait français, qui avait un lien avec mon territoire et qui, comme le disait Cheikh Khoureyshiba, à travers cette figure qui incarne une forme de panafricanisme complètement différente, mais qui est pour moi un intellectuel fondamental pour les années à venir, Kémy Séba, m'avait dit, il y a là un point, avec tous les désaccords que j'ai, il y a là un point, il y a là un endroit, il faut aller aider les personnes qui sont en train de se battre, parce qu'il y a une expérience des luttes que vous allez pouvoir mettre au service de cette personne, de ce peuple, et qui va peut-être l'aider de façon décisive à se sauver de l'oppression à laquelle ils étaient soumis. Moi, je ne suis pas juge de paix des luttes panafricanistes. Je n'ai pas mon mot à dire sur qui est légitime ou pas, parce que c'est justement votre combat. Mais par contre, en tant que personne qui représentait des gens opprimés de toute couleur, de toute nationalité, sur de nombreux territoires et de nombreux continents, j'avais cette part en moi qui consistait à dire, là, c'est décisif. Là, cet étau qui est en train de se resserrer, avec la fausse procédure en diffamation, avec l'accusation de viol, avec les procédures qui arrivent, avec la technicité de mes confrères, qui m'ont permis en quelques semaines d'être un contributeur, non seulement dans l'espace public, mais également dans la rédaction des écritures, avec les nullités sur l'affaire Mbaye Nyang, etc. C'est-à-dire essayer de montrer qu'y compris techniquement, on était supérieur à eux. Parce que c'est la clé lorsque vous êtes face au pouvoir. Vous ne pouvez rien leur laisser passer. C'est-à-dire qu'en termes d'instruments, vous devez maîtriser leur instrument. La CPI, c'est exactement la même chose. Lorsque vous avez un gouvernement qui est obligé de sortir 4 ministres pour faire face et pour contredire à l'avance une communication que vous n'avez même pas encore faite auprès du bureau du procureur de la CPI, c'est que vous avez déjà gagné. Lorsqu'ils sont obligés de dire que ça n'a aucun sens et ainsi de suite, c'est qu'ils savent que ça en a un. Et qu'ils sont dans de grandes difficultés. Et ça, c'est par la maîtrise des outils de l'adversaire que vous pouvez produire cet effet.
c'est en étant meilleurs qu'eux sur leur propre terrain. Et ensuite, c'est ce qu'on a vu dans de nombreuses étapes à laquelle mes confrères ont participé, évidemment, vous êtes face à un système qui fait tout pour vous écraser. Et donc, y compris lorsque vous avez raison, y compris lorsque vous avez bons instruments, eh bien parfois, on trouve une façon de vous écraser, de contourner et de vous faire perdre. Mais, et je tiens à le dire, ce pool d'avocats, et il faut qu'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye s'en rendent compte, c'est ce pool d'avocats qui a permis la libération de ce pays. Et là, je m'exclus. Quand je parle de ce pool d'avocats, je parle exclusivement de mes confrères sénégalais et de l'extraordinaire lutte qui n'est pas perceptible qu'ils ont menée à travers notamment la gestion des rythmes judiciaires. C'est-à-dire la capacité à émettre et à produire des recours au bon moment, en sachant ce qu'ils allaient produire ou pas, quelles étaient les chances ou non de victoire, et en mettant en difficulté les magistrats qui, notamment au sein de la Cour suprême, savaient qu'ils... Si vous placez aujourd'hui le président Ousmane Sonko parmi vos clients, ou vous l'aurez placé parmi les braves clients que vous avez eus. Merci. Merci, Monsieur Ba. Abdou Kassé. Abdou Kassé, c'est qui? Allez-y, le micro juste devant vous. Bonsoir à tous. Donc, nous remercions d'abord M. Juan Branco et M. Bamba Sissé d'avoir été là. Donc, je suis Abdou Kassé, voilà, un patriote anonyme, mais quand même qui a beaucoup contribué à la lutte patriotique. Donc, la dame vient de marcher sur ma langue. Je voulais poser une question à Maître Juan Branco. Je voulais dire juste où en êtes-vous avec votre requête devant la CPI. Voilà, merci. Merci, Monsieur Kassé. La parole est à Madame Fernanda da Silva. Elle est derrière pour le micro, Abdoulaye. Bonjour à tous. Voilà, donc vraiment je suis Fernanda Ramos da Silva et malgré mon grand âge dans cet éminent lieu de la rencontre, je me sens jeune comme tous les jeunes qui sont là. Et depuis le début des grandes actions qui se sont déroulées en faveur de la démocratie, j'ai été, parce que je pense que la justice c'est quelque chose et la démocratie c'est quelque chose pour lesquels il faut se battre. Déjà quand j'avais 15 ans, j'étais déjà dans la lutte comme ce monsieur qui vient de parler. Donc je me sentais obligée parce que c'est quelque chose qui, quand ça vous tient, ça ne vous lâche pas, sauf si, bien sûr, vous êtes parmi ceux qui, à un moment, laissent tomber le fardeau. Mais c'est un fardeau qui vous accompagne toute votre vie. En tout cas, c'est mon cas. Et donc, je remercie surtout le peuple sénégalais, les jeunes. Ils ont été extraordinaires. Franchement, ils ont donné leur vie. Et aujourd'hui, s'il y a dans la démocratie, s'il y a le changement, c'est grâce à eux. Donc je pense qu'ils doivent s'applaudir eux-mêmes très 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 fort parce qu'ils ont cru au projet. Monsieur Branco, que je souhaitais rencontrer de tout temps parce que je me suis dit, voilà un Toubab qui vraiment se sent de tout cœur avec le peuple sénégalais, le peuple africain. Donc il n'a pas trahi l'internationalisme. Donc qui végète dans le cœur, je crois, de tout homme, parce que tout homme croit en son prochain, en principe, sauf les dégénérés qui sont passés par là. Donc, Monsieur Branco, quel a été le déclic qui vous a fait vous pénétrer de cette cause sénégalaise, peut-être parce qu'il y a eu d'autres endroits où il y a eu des choses
qui se sont déroulés, des mouvements qui se sont déroulés presque pareils. Qu'est-ce qui vous a poussé à soutenir ce peuple sénégalais qui le mérite bien sûr aussi fortement? Je vous remercie pour votre présence ainsi que tous ceux qui sont là. Merci. Merci aussi à vous, Madame Da Silva. La parole est à Monsieur Abdoulaye Ba. C'est par ici. Alors, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, maître. Je voudrais poser 2 questions, mais avant tout, je voulais remercier M. Branco et ses confrères pour tout ce qu'ils ont fait pour ce peuple. Et c'est une fierté pour moi de faire face à ces héros qui sont bâtis pour le Sénégal, le maire Bilal Diatta et le maire Jamil Sall et tous les autres. Bon, la première question, je la pose à maître Bamba Cissé. Lorsqu'il parlait de droit et de politique, bon, nous savons que c'est le président de la République qui définit la politique judiciaire. C'est-à-dire, donc ce sont les politiques qui définissent la politique judiciaire. Donc en ce moment-là, est-ce que les 2 choses-là ne peuvent pas aller ensemble? Parce que lui, il a dit que quand il a donné une citation en disant quand la politique entre dans la chambre, je ne sais pas, par la porte, voilà, donc la politique judiciaire. La deuxième question, je la pose à M. Branco, lorsqu'il parlait d'impunité. Donc on sait que le régime du président Macky Sall, avant de partir, il a voté une loi d'amnistie pour protéger ses arrières. Donc face à cette loi, qu'est-ce que les nouvelles autorités peuvent faire donc, pour mettre en place des sanctions contre tous ces gens-là qui ont tiré sur le peuple sénégalais? Merci beaucoup. Merci, M. Ba. Nous allons laisser le soin à nos conférenciers de répondre à ces questions. Et nous allons prendre une dernière série. Ousmane Sonko, lors desquels, pour la première fois, le peuple ne s'était pas levé. Et si je suis venu, c'est aussi pour cela. Parce que j'ai senti qu'Ousmane Sonko, à ce moment-là, pouvait être, pour la première fois, en difficulté dans une sensation de solitude qui pouvait être extraordinairement dangereuse pour lui, pour tous les militants qui croyaient à travers lui. Et la personne qui est à ma droite, qui a partagé ma cellule pendant ces quelques jours, l'a ressenti, cette crainte et cette solitude. Et on en a parlé. On en a parlé de ce moment-là, de ce moment de tremblement où on se dit, mais en fait, on va rester là. Et la question que je me posais à Rebeu, c'était celle-là. Est-ce que... Parce que je voyais, on avait RFI, et je voyais qu'il y avait des manifestations de Gilets jaunes, je voyais qu'il y avait le barreau de Paris, et j'entendais surtout le silence de la France, du gouvernement français. Et je me disais, mais peut-être que je vais rester là. Peut-être que ce sera des mois, peut-être que ce sera des années. Et je l'aurais accepté s'ils avaient respecté les règles, eux. S'ils m'avaient arrêté, par exemple, sur le territoire sénégalais. J'aurais accepté, prise de risque, engagement, on sait où on va, on sait pourquoi on le fait, on assume, et on avait commencé à parler de stratégie de résistance à mettre en place à Rebeuss pour les mois suivants, à commencer par la coupure de contact avec les gardes pénitentiaires, et l'importation de stratégies qui avait été adoptée par l'IRA dans son combat contre le Royaume-Uni. J'avais commencé à expliquer à quel point les prisonniers étaient le cœur de tout mouvement politique dans des stratégies de résistance dans lesquelles ils sont majoritaires dans un pays. Et à quel point, à partir des mouvements de prisonniers, tout un pays peut s'embraser. Et donc là, on réinjectait de la confiance et on cassait ce lien de solitude en étant avec eux. Je me souviens de ce moment où j'ai été exfiltré vers le tribunal pour... ils essayaient justement d'inventer cette infraction au séjour et où les chambres à côté ont commencé à crier pour m'accompagner vers la sortie. Et là, c'est là où on a compris qu'on avait gagné. Parce que ce sentiment d'identification mutuelle, qui n'était pas évident, hein, entre moi et les Sénégalais, au départ, il n'y avait pas de raison particulière entre le petit Toubab, comme on disait, et ce moment où la prison rugit pour vous accompagner lorsque vous sortez de celle-ci, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, en prenant appui sur la force que vous-même vous lui avez donnée en venant les rejoindre pour leur dire qu'ils n'étaient pas seuls, c'est le moment où vous comprenez que la victoire est proche. Et que celui qui est en face de vous, avec tout l'appareil d'État qu'il aura à ses côtés, aura du mal à tenir jusqu'à la fin. Et donc rompre ces stratégies de solitude était fondamental.
Et donc le déclic, pour répondre à cette question, c'est tout simplement d'avoir vécu cette solitude quand j'étais aux côtés de Wikileaks et de Julian Assange. D'avoir vécu cette solitude de tant de gilets jaunes qui se sont retrouvés face au pouvoir avec tous les médias contre eux, stigmatisés, traités d'antisémites, de racistes, en gros tout ce qu'on utilise contre le pauvre en général pour lui dire de rester à sa place. Et d'avoir vu quelque part une lueur d'espoir encore vivante, quelque part dans le monde, mais en l'occurrence un pays qui parlait français, qui avait un lien avec mon territoire et qui, comme le disait Cheikh Khoureyshiba, à travers cette figure qui incarne une forme de panafricanisme complètement différente, mais qui est pour moi un intellectuel fondamental pour les années à venir, Kémy Séba, m'avait dit, il y a là un point, avec tous les désaccords que j'ai, il y a là un point, il y a là un endroit, il faut aller aider les personnes qui sont en train de se battre, parce qu'il y a une expérience des luttes que vous allez pouvoir mettre au service de cette personne, de ce peuple, et qui va peut-être l'aider de façon décisive à se sauver de l'oppression à laquelle ils étaient soumis. Moi, je ne suis pas juge de paix des luttes panafricanistes. Je n'ai pas mon mot à dire sur qui est légitime ou pas, parce que c'est justement votre combat. Mais par contre, en tant que personne qui représentait des gens opprimés de toutes couleurs, de toutes nationalités, sur de nombreux territoires et de nombreux continents, j'avais cette part en moi qui consistait à dire, là, c'est décisif. Là, cet étau qui est en train de se resserrer, avec la fausse procédure en diffamation, avec l'accusation de viol, avec les procédures qui arrivent, avec la technicité de mes confrères, qui m'ont permis en quelques semaines d'être un contributeur, non seulement dans l'espace public, mais également dans la rédaction des écritures, avec les nullités sur l'affaire Mbaye Banyang, etc. C'est-à-dire essayer de montrer qu'y compris techniquement, on était supérieur à eux. Parce que c'est la clé lorsque vous êtes face au pouvoir. Vous ne pouvez rien leur laisser passer. C'est-à-dire qu'en termes d'instruments, vous devez maîtriser leur instrument. La CPI, c'est exactement la même chose. Lorsque vous avez un gouvernement qui est obligé de sortir 4 ministres pour faire face et pour contredire à l'avance une communication que vous n'avez même pas encore faite auprès du bureau du procureur de la CPI, c'est que vous avez déjà gagné. Lorsqu'ils sont obligés de dire que ça n'a aucun sens et ainsi de suite, c'est qu'ils savent que ça en a un. Et qu'ils sont dans de grandes difficultés. Et ça, c'est par la maîtrise des outils de l'adversaire que vous pouvez produire cet effet. C'est en étant meilleur qu'eux sur leur propre terrain. Et ensuite, c'est ce qu'on a vu dans de nombreuses étapes à laquelle mes confrères ont participé, évidemment, vous êtes face à un système qui fait tout pour vous écraser. Et donc, y compris lorsque vous avez raison, y compris lorsque vous avez bons instruments, eh bien parfois, on trouve une façon de vous écraser, de contourner et de vous faire perdre. Mais, et je tiens à le dire, ce pool d'avocats, et il faut qu'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye s'en rendent compte, c'est ce pool d'avocats qui a permis la libération de ce pays. Et là, je m'exclus. Quand je parle de ce pool d'avocats, je parle exclusivement de mes confrères sénégalais et de l'extraordinaire lutte qui n'est pas perceptible qu'ils ont menée à travers notamment la gestion des rythmes judiciaires. C'est-à-dire la capacité à émettre et à produire des recours au bon moment, en sachant ce qu'ils allaient produire ou pas, quelles étaient les chances ou non de victoire, et en mettant en difficulté les magistrats qui, notamment au sein de la Cour suprême, savaient qu'ils... Si vous placez aujourd'hui le président Ousmane Sonko parmi vos clients, ou vous l'aurez placé parmi les braves clients que vous avez eus. Merci. Merci, Monsieur Ba. Abdou Kassé. Abdou Kassé, c'est qui? Allez-y, le micro juste devant vous. Bonsoir à tous. Donc, nous remercions d'abord M. Juan Branco et M. Bamba Sissé d'avoir été là. Donc, je suis Abdou Kassé, voilà, un patriote anonyme, mais quand même qui a beaucoup contribué à la lutte patriotique. Donc, la dame vient de marcher sur ma langue. Je voulais poser une question à Maître Juan Branco. Je voulais dire juste où en êtes-vous avec votre requête devant la CPI. Voilà, merci. Merci, Monsieur Kassé. La parole est à Madame Fernanda da Silva. Elle est derrière pour le micro, Abdoulaye.
Bonjour à tous. Voilà, donc vraiment je suis Fernanda Ramos da Silva et malgré mon grand âge dans cet éminent lieu de la rencontre, je me sens jeune comme tous les jeunes qui sont là. Et depuis le début des grandes actions qui se sont déroulées en faveur de la démocratie, j'ai été, parce que je pense que la justice c'est quelque chose et la démocratie c'est quelque chose pour lesquels il faut se battre. Déjà quand j'avais 15 ans, j'étais déjà dans la lutte comme ce monsieur qui vient de parler. Donc je me sentais obligée parce que c'est quelque chose qui, quand ça vous tient, ça ne vous lâche pas. Sauf si, bien sûr, vous êtes parmi ceux qui, à un moment, laissent tomber le fardeau. Mais c'est un fardeau qui vous accompagne toute votre vie. En tout cas, c'est mon cas. Et donc, je remercie surtout le peuple sénégalais, les jeunes. Ils ont été extraordinaires. Franchement, ils ont donné leur vie. Et aujourd'hui, s'il y a dans la démocratie, s'il y a le changement, c'est grâce à eux. Donc je pense qu'ils doivent s'applaudir eux-mêmes très 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 fort parce qu'ils ont cru au projet. Monsieur Branco, que je souhaitais rencontrer de tout temps parce que je me suis dit, voilà un Toubab qui vraiment se sent de tout cœur avec le peuple sénégalais, le peuple africain. Donc il n'a pas trahi l'internationalisme, donc qui végète dans le cœur, je crois, de tout homme, parce que tout homme croit en son prochain, en principe, sauf les dégénérés qui sont passés par là. Donc, Monsieur Branco, quel a été le déclic qui vous a fait vous pénétrer de cette cause sénégalaise, peut-être parce qu'il y a eu d'autres endroits où il y a eu des choses qui se sont déroulés, des mouvements qui se sont déroulés presque pareils. Qu'est-ce qui vous a poussé à soutenir ce peuple sénégalais qui le mérite bien sûr aussi fortement? Je vous remercie pour votre présence ainsi que tous ceux qui sont là. Merci. Merci aussi à vous, Madame da Silva. La parole est à Monsieur Abdoulaye Ba. C'est par ici. Alors, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, maître. Je voudrais poser 2 questions, mais avant tout, je voulais remercier M. Branco et ses confrères pour tout ce qu'ils ont fait pour ce peuple. Et c'est une fierté pour moi de faire face à ces héros qui sont battus pour le Sénégal, le maire Bilal Diatta et le maire Jamil Sarr et tous les autres. Bon, la première question, je la pose à maître Bamba Cissé. Lorsqu'il parlait de droit et de politique, bon, nous savons que c'est le président de la République qui définit la politique judiciaire. C'est-à-dire, donc ce sont les politiques qui définissent la politique judiciaire. Donc en ce moment-là, est-ce que les 2 choses-là ne peuvent pas aller ensemble? Parce que lui, il a dit que quand il a donné une citation en disant quand la politique entre dans la chambre, je ne sais pas, par la porte, voilà, donc la politique judiciaire. La deuxième question, je la pose à M. Branco, lorsqu'il parlait d'impunité. Donc on sait que le régime du président Macky Sall, avant de partir, il a voté une loi d'amnistie pour protéger ses arrières. Donc face à cette loi, qu'est-ce que les nouvelles autorités peuvent faire donc, pour mettre en place des sanctions contre tous ces gens-là qui ont tiré sur le peuple sénégalais? Merci beaucoup. Merci, M. Ba. Nous allons laisser le soin à nos conférenciers de répondre à ces questions. Et nous allons prendre une dernière série. Ce n'est ni dans sa nature, ni dans son éducation. Une question m'a été posée, je pense que c'est une question piège. Droit et politique, parce que le président de la République définit la politique judiciaire. Alors le droit et la politique ne peuvent pas être exclus, il ne peut pas y avoir une dichotomie, une exclusion entre le droit et la politique, dès lors que le président de la République définit la politique judiciaire.
Je pense que la Constitution ne dit pas ça. La Constitution dit que le président de la République définit la politique de la nation. Je pense que c'est ça. Quand on parle de politique judiciaire, ce n'est pas la politique au sens malsain du terme. C'est différent. Quand on parle de politique et de droit, c'est le fait pour quelqu'un qui soit au-dessus du lot d'utiliser la justice pour obtenir soit des libérations ou des condamnations. C'est rendre la justice politicienne. C'est de ce dont on parle quand on parle de politique dans le droit. C'est bien de ça dont on parle. C'est le fait pour le parquet de se voir utilisé par les autorités politiques qui sont au-dessus de lui pour orienter les procédures, aller vers les condamnations, utiliser, comme je vous l'ai dit, les mandats de dépôt systématiques contre des opposants. Et c'est pourquoi je vous ai parlé des lois senghoriennes. Donc on est dans l'application de la politique politicienne au cœur du droit. C'est de ce dont on parle. Mais quand la Constitution dit que le président définit la politique de la nation, ça c'est de la politique saine. Saine, ce n'est pas de la politique politicienne. Donc il y a une nuance, c'est deux choses différentes. Donc je crois que j'ai épuisé les deux questions. Je laisse la parole au modérateur, à la modératrice plutôt. Merci maître. Donc moi je suis mitigée. Hein. Il y a la presse qui tire sur ma veste parce qu'il se fait tard et je pense qu'il y a d'autres interventions. Juste avant de prendre peut-être deux personnes, il y a M. Alindoy qui est là et qui veut rajouter quelque chose par rapport à ce que Maître Branco a dit. Donc très brièvement, Monsieur Ndoye, vous pouvez y aller. Vous pouvez présenter. Monsieur Alindoy, donc, legal assistant en coopération judiciaire au niveau du bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Je pense que Juan Branco me connaît très bien. J'ai pu gérer cette mission autant avec M. Ocampo. Et la seule chose que je peux dire, c'est que en ce qui concerne le dossier de la CPI, vous savez, on a un dossier béton là-bas. Et je sais que, pour ce qui concerne peut-être le dossier que M. Juan Branco a déposé au niveau du bureau du procureur, moi je pense qu'il y a un dossier, c'est un dossier béton, et vraiment avec un travail colossal, quoi, honnêtement. Et je tenais à remercier donc Juan Branco donc, en ce sens, car peut-être son acuité et son caractère purement humain sont bien signes d'une ère nouvelle, quoi. En tout cas, je sais que, comme l'a dit donc Juan, les autorités sénégalaises donc, doivent faire un coup de pouce pour que les choses puissent avancer. Mais c'est un dossier vraiment qui est un dossier béton, quoi. Voilà, je peux m'arrêter là à ce niveau parce que, des raisons confidentielles, je n'ai pas le droit de divulguer certaines choses. Merci beaucoup, Juan. Merci. Donc, on me signale qu'il y a un match du Sénégal qui se déroule à l'instant. Être patriote, c'est aussi supporter les Lions de la Teranga. Donc, il y a beaucoup de questions. Je sais que vous avez beaucoup de questions à l'endroit de nos conférenciers, mais malheureusement, nous allons devoir lever la séance pour permettre à ceux qui doivent rentrer et suivre le match d'être à l'aise pour le faire. Donc, nous vous remercions tous de votre présence. Merci à très beaucoup. bientôt, Inch'Allah. Et merci à nos conférenciers. Vous n'avez pas le droit de partir, hein. J'ai une photo avec tout le monde, hein. Avec le pêcheur, avec... Ça va bien. Droit et politique. Droit et politique, C'est classe. C'est génial, c'était joli. Super. Très bonne idée. Hein. Comment ça va? Oh, merci d'être venu. Hein. Oh. Je suis touché. Les autres ne sont pas là. Merci. Point. À plus. Attends, il faut qu'on prenne une photo. Hein. Non, mais... Ah ouais, non, avec tous. Les pêcheurs, avec Alpha. Non, quand même. Tu rigoles ou quoi? Oui. Tu vas dehors ou...
il éprouve une sorte de fascination parce qu'il n'a jamais vu un blanc qui vient pieds nus. Il m'a dit, mais lui, il s'est converti déjà à la religion de Sonko. C'est un talibé que j'ai reçu. C'est incroyable. Et ça a marqué tout le monde dans ce palais de justice où on ne t'oubliera jamais. Cet homme est un cadeau pour nous. Moi, personnellement, ce que j'ai vécu, Juan, en 1990, il y a 34 ans de cela, j'étais en prison, j'étais avocat. Je signale que j'ai eu 9 condamnations pour les mêmes dispositions légales que l'excellent Bamba Cissé a cité ici, parce que j'ai eu le malheur, dans les 18 ans que j'ai fait avec Wade, d'être principalement le directeur de publication du journal qu'on avait, qui était le plus virulent qui soit, mais dans le cadre du respect. Mais franchement, on dérangeait le pouvoir. Et à ce titre, j'ai eu à supporter énormément de procès. Des procès qui démarraient le matin et ont terminé 24 heures après. Les relations entre magistrats et avocats étaient détestables. J'étais arrivé à un niveau inimaginable. Ça n'a rien à voir avec actuellement, c'est civilisé. Une de ces peines a été exécutée et j'ai fait 6 mois en prison. 6 mois, les 6 mois, volontairement, j'ai accepté de les faire. Ça a débouché sur une loi d'amnistie, sur la formation du premier gouvernement d'élargissement de la majorité entre Wade et Diouf, etc. Et voilà, c'est parti. Bon, bref, il y a 34 ans de cela. J'avais 34 ans. Et ma prière, pendant ces 6 mois, les 180 nuits que j'ai passées là-bas, c'est que Dieu nous donne la possibilité de vivre un nouveau Sénégal, où on vivrait sous l'empire de loi, dont on serait fier, avec une justice vraiment équitable et bonne. Et surtout un système politique digne de ce nom, parce qu'on n'avait pas ça et c'était à la limite un rêve impossible. J'avoue que pendant ces nuits-là, je voyais un jeune Toubab, donc c'est lui, ça fait il y a 34 ans. Il est sorti. Et ce que j'aime dans mon parcours, c'est le destin. Quand nous avons prêté serment en 1988, c'était à partir de 88 jusqu'à 2000, c'était les 12 dernières années de Diouf, le président Diouf qui a fait 20 ans au pouvoir. Mais nous sommes venus en 88 pour l'accompagner les 12 années. Ensuite, Wade est venu en 2000 jusqu'en 2012, les 12 années. Macky Sall est venu en 2012 jusqu'en 2024, les 12 années. Donc là, on a 36 ans. Et vraiment, je pense que nous sommes des témoins. Nous avons les instruments de mesure et de comparaison de tous ces régimes. C'est pourquoi ces 36 ans, ça a été, comme l'a dit Bamba, je n'ai pas assisté au début, mais je sais ce qu'il pense, nous n'en pensons pas moins. Nous avons devant nous donc, un nouveau Sénégal, un autre Sénégal, et nous sommes persuadés que les jeunes Sénégalais à qui Dieu a donné le pouvoir aujourd'hui ont le matériel, ont les idées et ont surtout l'encadrement pour montrer au reste du monde ce que c'est que le droit et la justice dans un pays. Et Inch'Allah, je pense qu'on n'aura pas besoin de 36 ans, mais dans 2 ans, les fondamentaux vont changer totalement et on saura ce que c'est que la justice, ce que c'est que le droit par rapport au pouvoir, à la politique. Inch'Allah, nous sommes fiers que Juan puisse nous accompagner dans cette entreprise. Bon, je ne voudrais pas tenir le crachoir, eh bien, je vais laisser les messieurs et dames intervenir, non sans rendre un hommage appuyé à mon peuple, dont je suis très fier. Nous sommes passés par des moments extraordinaires. Nous avons vécu des souffrances. Juan, c'est pourquoi tu as eu ton lot de souffrances. Mais Dieu a voulu que ça se passe de cette façon. Une aventure commencée en Gambie, terminée en Mauritanie. C'est vraiment le plus grand service que tu as pu rendre à la démocratie sénégalaise. Et on en parlera. Inch'Allah. Donc en Wolof, on dit balma ak quoi. Donc je te demande pardon, vraiment. Mais je suis fier d'avoir fait ta rencontre et surtout fier de t'avoir mis à la disposition de notre peuple et de nos dirigeants dont tu es devenu le meilleur talibé. Ça ne se discute même pas. Et bon courage. Merci. Merci Maître Ba. Votre discours était vraiment nécessaire dans cette conférence. Et nous sommes également très fiers de vous. Et nous espérons que dans cette nouvelle génération, il y aura d'autres maîtres Bamba Cissé, d'autres maîtres Khoureyssi Ba, d'autres maîtres Juan Branco,
parce que le chemin est encore loin et il faut des hommes de valeur pour nous accompagner. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir les interactions. Je vais juste vous demander, s'il vous plaît, d'être bref, parce qu'il est déjà 19 h. Alors, Pape Abdoulaye Touré, si tu peux m'aider pour distribuer le micro. Donc, Maître Cissé, Maître Branco, si cela vous sied, nous pouvons prendre des lots de 3 à 5 questions et vous allez répondre avant de continuer. Si la presse aussi, que nous saluons aussi, qui est venue en masse, la presse sénégalaise a des questions à poser à nos conférenciers, c'est le moment. C'est comment? Là, le Rasoul? C'est comment? Il y avait une main levée par ici. Alors, il y avait une main levée par là-bas, une dame, je pense bien. Oui. Ce n'est ni dans sa nature ni dans son éducation. Une question m'a été posée, je pense que c'est une question piège. Droit et politique, parce que le président de la République définit la politique judiciaire. Alors le droit et la politique ne peuvent pas être exclus, il ne peut pas y avoir une dichotomie, une exclusion entre le droit et la politique, dès lors que le président de la République définit la politique judiciaire. Je pense que la Constitution ne dit pas ça. La Constitution dit que le président de la République définit la politique de la nation. Je pense que c'est ça. Quand on parle de politique judiciaire, ce n'est pas la politique au sens malsain du terme. C'est différent. Quand on parle de politique et de droit, c'est le fait pour quelqu'un qui soit au-dessus du lot d'utiliser la justice pour obtenir soit des libérations ou des condamnations. C'est rendre la justice politicienne. C'est de ce dont on parle quand on parle de politique dans le droit. C'est bien de ça dont on parle. C'est le fait pour le parquet de se voir utilisé par les autorités politiques qui sont au-dessus de lui pour orienter les procédures, aller vers les condamnations, utiliser, comme je vous l'ai dit, les mandats de dépôt systématiques contre des opposants. Et c'est pourquoi je vous ai parlé des lois senghoriennes. Donc on est dans l'application de la politique politicienne au cœur du droit. C'est de ce dont on parle. Mais quand la Constitution dit que le président définit la politique de la nation, ça c'est de la politique saine. Saine, ce n'est pas de la politique politicienne. Donc il y a une nuance, c'est deux choses différentes. Donc je crois que j'ai épuisé les deux questions. Je laisse la parole au modérateur, à la modératrice plutôt. Merci, maître. Donc moi je suis mitigée. Hein. Il y a la presse qui tire sur ma veste parce qu'il se fait tard et je pense qu'il y a d'autres interventions. Juste avant de prendre peut-être deux personnes, il y a M. Aline Ndoye qui est là et qui veut rajouter quelque chose par rapport à ce que Maître Branco a dit. Donc très brièvement, Monsieur Ndoye, vous pouvez y aller. Vous pouvez présenter et... Monsieur Aline Ndoye, donc, legal assistant en coopération judiciaire au niveau du bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Je pense que Juan Branco me connaît très bien. J'ai pu gérer cette mission autant avec M. Ocampo. Et la seule chose que je peux dire, c'est que en ce qui concerne le dossier de la CPI, vous savez, on a un dossier béton là-bas. Et je sais que... pour ce qui concerne peut-être le dossier que M. Juan Branco a déposé au niveau du bureau du procureur, moi je pense qu'il y a un dossier, c'est un dossier béton et vraiment avec un travail colossal, quoi, honnêtement. Et je tenais à remercier donc Juan Branco donc, en ce sens, car peut-être son acuité et son caractère purement humain sont bien signes d'une ère nouvelle, quoi. En tout cas, je sais que, comme l'a dit donc Juan, les autorités sénégalaises donc, doivent faire un coup de pouce pour que les choses puissent avancer. Mais c'est un dossier vraiment qui est un dossier béton, quoi. Je peux m'arrêter là à ce niveau parce que, pour des raisons confidentielles, je n'ai pas le droit de divulguer certaines choses.
Merci beaucoup, Juan. Merci. Donc, on me signale qu'il y a un match du Sénégal qui se déroule à l'instant. Être patriote, c'est aussi supporter les Lions de la Teranga. Donc, il y a beaucoup de questions. Je sais que vous avez beaucoup de questions à l'endroit de nos conférenciers, mais malheureusement, nous allons devoir lever la séance pour permettre à ceux qui doivent rentrer et suivre le match d'être à l'aise pour le faire. Donc, nous vous remercions tous de votre présence. Merci à très beaucoup. bientôt, Inch'Allah. Et merci à nos conférenciers. Vous n'avez pas le droit de partir, hein. J'ai une photo avec tout le monde, hein. Avec le pêcheur, avec... Ça va bien. Droit et politique. Droit et politique, c'est vrai. C'est quoi ça? C'est génial, c'est très joli. Super. Oui, très bonne idée. Hein. Comment ça va? Oh, merci d'être venu. Hein. Oh. Touché. Les autres ne sont pas là. Merci. Point. À plus. Attends, il faut qu'on prenne une photo. Hein. Non, mais- Ah ouais, non, avec tous. Avec les pêcheurs, avec Alpha. Non, quand même. Tu rigoles ou quoi? Oui. Tu vas dehors ou... Il éprouve une sorte de fascination parce qu'il n'a jamais vu un blanc qui vient pieds nus. Il m'a dit, mais lui, il s'est converti déjà à la religion de Sonko. C'est un talibé que j'ai reçu. C'est incroyable. Et ça a marqué tout le monde dans ce palais de justice où on ne t'oubliera jamais. Cet homme est un cadeau pour nous. Moi, personnellement, ce que j'ai vécu, Juan, en 1990, il y a 34 ans de cela, j'étais en prison, j'étais avocat. Je signale que j'ai eu 9 condamnations pour les mêmes dispositions légales que l'excellent Bamba Cissé a cité ici. Parce que j'ai eu le malheur, dans les 18 ans que j'ai fait avec Wade, d'être principalement le directeur de publication du journal qu'on avait, qui était le plus virulent qui soit, mais dans le cadre du respect. Mais franchement, on dérangeait le pouvoir. Et à ce titre, j'ai eu à supporter énormément de procès. Des procès qui démarraient le matin et ont terminé 24 heures après. Les relations entre magistrats et avocats étaient détestables. J'étais arrivé à un niveau inimaginable. Ça n'a rien à voir avec actuellement, c'est civilisé. Une de ces peines a été exécutée et j'ai fait 6 mois en prison. 6 mois, les 6 mois, volontairement, j'ai accepté de les faire. Ça a débouché sur une loi d'amnistie, sur la formation du premier gouvernement d'élargissement de la majorité entre Wade et Diouf, etc. Et voilà, c'est parti. Bon, bref, il y a 34 ans de cela. J'avais 34 ans. Et ma prière, pendant ces 6 mois, les 180 nuits que j'ai passées là-bas, c'est que Dieu nous donne la possibilité de vivre un nouveau Sénégal, où on vivrait sous l'empire de loi, dont on serait fier, avec une justice vraiment équitable et bonne. Et surtout un système politique digne de ce nom, parce qu'on n'avait pas ça et c'était à la limite un rêve impossible.
j'avoue que pendant ces nuits-là, je voyais un jeune Toubab, donc c'est lui, ça fait il y a 34 ans. Il est sorti. Et ce que j'aime dans mon parcours, c'est le destin. Hein. Quand nous avons prêté serment en 1988, c'était à partir de 88 jusqu'à 2000, c'était les 12 dernières années de Diouf, le président Diouf qui a fait 20 ans au pouvoir. Mais nous sommes venus en 88 pour l'accompagner les 12 années. Ensuite, Wade est venu en 2000 jusqu'en 2012, les 12 années. Macky Sall est venu en 2012 jusqu'en 2024, les 12 années. Donc là, on a 36 ans. Et vraiment, je pense que nous sommes des témoins. Nous avons les instruments de mesure et de comparaison de tous ces régimes. C'est pourquoi ces 36 ans, ça a été, comme l'a dit Bamba, je n'ai pas assisté au début, mais je sais ce qu'il pense, nous n'en pensons pas moins. Nous avons devant nous donc, un nouveau Sénégal, un autre Sénégal, et nous sommes persuadés que les jeunes Sénégalais à qui Dieu a donné le pouvoir aujourd'hui ont le matériel, ont les idées et ont surtout l'encadrement pour montrer au reste du monde ce que c'est que le droit et la justice dans un pays. Et Inch'Allah, je pense qu'on n'aura pas besoin de 36 ans, mais dans 2 ans, les fondamentaux vont changer totalement et on saura ce que c'est que la justice, ce que c'est que le droit par rapport au pouvoir, à la politique. Inch'Allah, nous sommes fiers que Juan puisse nous accompagner dans cette entreprise. Bon, je ne voudrais pas tenir le crachoir, eh bien, je vais laisser les messieurs et dames intervenir, non sans rendre un hommage appuyé à mon peuple, dont je suis très fier. Nous sommes passés par des moments extraordinaires. Nous avons vécu des souffrances. Juan, c'est pourquoi tu as eu ton lot de souffrances. Mais Dieu a voulu que ça se passe de cette façon. Une aventure commencée en Gambie, terminée en Mauritanie. C'est vraiment le plus grand service que tu as pu rendre à la démocratie sénégalaise. Et on en parlera. Inch'Allah. Donc en Wolof, on dit balma ak quoi. Donc je te demande pardon. Hein, vraiment. Mais je suis fier d'avoir fait ta rencontre et surtout fier d'avoir mis à la disposition de notre peuple et de nos dirigeants dont tu es devenu le meilleur talibé. Ça ne se discute même pas. Et bon courage. Merci. Merci, Maître Ba. Votre discours était vraiment nécessaire dans cette conférence. Et nous sommes également très fiers de vous. Et nous espérons que dans cette nouvelle génération, il y aura d'autres maîtres Bamba Cissé, d'autres maîtres Khoureyshiba, d'autres maîtres Juan Branco, parce que le chemin est encore loin. Et il faut des hommes de valeur pour nous accompagner. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir les interactions. Je vais juste vous demander, s'il vous plaît, d'être bref, parce qu'il est déjà 19h. Alors, Pape Abdoulaye Touré, si tu peux m'aider pour distribuer le micro. Donc, Maître Cissé, Maître Branco, si cela vous sied, nous pouvons prendre des lots de 3 à 5 questions et vous allez répondre avant de continuer. Si la presse aussi, que nous saluons aussi, qui est venue en masse, la presse sénégalaise a des questions à poser à nos conférenciers, c'est le moment. C'est comment? Lala Rasoul? C'est comment? Il y avait une main levée par ici. Alors, il y avait une main levée par là-bas, une dame, je pense bien. Oui.